Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire dédié à l'index égalité professionnelle femmes-hommes. Pour ceux qui découvrent Webikeo, donc l'espace sur lequel vous venez de vous connecter, vous pouvez nous voir en retour vidéo sur un coin de votre écran. Vous devez voir au milieu de l'écran le support de présentation que nous allons vous partager, vous commenter. Et vous avez un espace de chat à votre droite sur lequel vous allez pouvoir commenter ou déposer vos questions au fur et à mesure de cette présentation. Cette présentation va durer 25-30 minutes et on va se garder quelques minutes pour répondre à vos questions justement sur vos cas concrets, sur vos exemples d'organisation et d'entreprise en fin de webinaire. Si vous avez un empêchement ou si votre agenda ne vous permet pas de participer à l'intégralité de cette présentation, ce n'est pas grave, puisque l'intégralité sera disponible en replay. Et je le rappelle, le support qu'on vous présente est téléchargeable. Donc, vous pouvez récupérer ces informations et les partager si nécessaire au sein de votre entreprise. Avant de démarrer, nous allons pouvoir nous présenter. Cher maître Marielle. Oui, bonjour Kevin. Bonjour Teddy. Teddy Marielle, je suis avocat au cabinet Horatio Avocat, qui est un cabinet implanté dans le Grand Ouest de la France, avec de nombreux bureaux, de Lorient à Paris, en passant notamment par Nantes ou encore Angers. Un cabinet qui accompagne les dirigeants et chefs d'entreprise dans la gestion au quotidien de leur société, notamment sur des problématiques de droit des affaires, de fiscalité ou encore de droit social, de droit du travail, thème qui nous intéresse aujourd'hui au travers du spectre de l'ABDES et de l'index égalité professionnelle femmes-hommes. Et pour ma part, je conseille les prospects et les clients de la société Alcuin. Alcuin étant un éditeur de logiciels spécialisé dans les outils RH et notamment dialogue social qui correspond à ma spécialité, où je vais pouvoir accompagner nos clients dans cette gestion du dialogue social, la mise en œuvre d'outils informatisés pour mieux gérer ce dialogue social et notamment l'ABDES. Et nous allons voir au cours de cette présentation les différents éléments. Donc, on va démarrer avec quelques principes fondamentaux autour de cette égalité professionnelle. Ensuite, on va la définir, on va voir comment elle se calcule. Et ensuite, Teddy? Ensuite, on abordera la question de la consultation récurrente du Comité social et économique, le CSE, puis l'obligation de négocier sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et on abordera en fin de présentation une séance de questions-réponses en fonction de vos différentes questions. Parfait. Sans plus attendre, revenons sur la définition de cette égalité professionnelle. Oui, quelques principes fondamentaux avant tout, des principes en droit européen. Je vais vous donner lecture de l'article 157 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. On a ce grand principe qui est traduit en droit national, notamment dans le préambule de la Constitution de 1946. Tout simplement, la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. On a également le Code du travail, plus spécifiquement, qui prévoit une disposition d'ordre général interdisant la discrimination, et donc la discrimination notamment en raison du sexe. Donc merci pour la théorie. Nous allons voir maintenant comment on va passer de la théorie à la pratique avec ce fameux index d'égalité professionnelle. Tout à fait. On a vu ensemble des grands principes. Il fait toujours très bon de se les rappeler. Mais en pratique, comment est-ce que ça s'articule? Comment est-ce que le législateur a prévu que cela s'articule au sein de l'entreprise? On a un index égalité femmes-hommes depuis peu, qui est un outil commun à l'ensemble des entreprises, qui permet concrètement d'objectiver des écarts de rémunération et donc d'accentuer la négociation sur les points d'inégalité professionnelle au regard de critères qu'il détermine. C'est donc un outil d'information sur la situation de l'entreprise et un outil de correction, dans la mesure où il va servir de base de travail. C'est une obligation légale pour toutes les entreprises d'au moins 50 salariés. C'est rappelé par le Code du travail. Vous avez l'article
dans la diapositive à l'image. Alors, on a bien compris, Teddy, que cet index est un outil, mais comment on le calcule? Eh bien, cet outil, on le calcule, cet index, on le calcule sur la base d'indicateurs. Donc, l'index est exprimé en pourcentage, en points, pour une note sur 100, établi sur la base de 4 ou 5 indicateurs. Vous avez à l'image les différents indicateurs en question. Pour donner lecture, on a notamment l'écart de taux d'augmentation individuelle de salaire ou l'écart de taux de promotion entre les femmes et les hommes. Ce dernier indicateur est spécifique aux entreprises de plus de 250 salariés. C'est pour ça qu'on parle de 4 ou 5 indicateurs en fonction du nombre de salariés présents dans l'entreprise. Vous avez également à l'image un lien vers le site du ministère du Travail qui permet de manière concrète, pratique, en fonction de la situation de l'entreprise et des données propres à chaque entreprise, de calculer ces indicateurs et donc, a fortiori, de calculer cet index. Donc là, si j'ai bien compris, Teddy, en cliquant sur le lien, il me suffit d'aller chercher les informations qui correspondent à mon organisation et je vais obtenir le résultat attendu pour le calcul de mon index égalité professionnelle. Oui, le ministère du Travail met en ligne les outils qui permettent justement de calculer cet index. Ok, très bien. Et si malheureusement les informations dont j'ai besoin pour profiter de cet outil mis à disposition par le gouvernement, je ne les ai pas dans mon entreprise ou elles n'existent pas, comment faire? Alors, si un indicateur ne peut pas être calculé, dans ce cas, le CSE, le Comité social et économique, doit être informé des raisons pour lesquelles cet indicateur ne peut être calculé, des raisons explicatives. Et bien sûr, à l'impossible, nul n'est tenu. Si un indicateur ne peut pas être calculé, notamment parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation dans l'année, eh bien, on ne va pas pouvoir calculer l'indicateur afférent à cette situation. Et donc, il conviendra juste à l'entreprise d'informer le CSE sur les raisons de cette impossibilité et du défaut de ce calcul. Alors, c'est intéressant ce retour parce que on voit bien que parmi vous qui êtes connectés avec nous aujourd'hui, ou même de manière plus générale sur l'ensemble du marché français des entreprises concernées par cette obligation légale récente, même si ça fait longtemps qu'on en parle, on constate aujourd'hui qu'il y a encore très peu d'entreprises qui sont complètement dans cette conformité légale. Donc là, vous avez vraiment tous les outils pour pouvoir voir l'effort à produire chez vous pour pouvoir justement atteindre cette conformité légale. Alors, une fois que j'ai calculé mon indicateur, Teddy, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, on va le publier. L'index égalité femmes-hommes doit être, depuis le 1er mars 2020, publié et les entreprises doivent publier donc ce résultat global, de manière visible et lisible sur leur site internet. Donc, bien sûr, on rappelle ici, une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et depuis le 1er juin 2021, c'est assez récent, on a également une obligation de publication, non pas seulement de l'index, mais des indicateurs, selon les mêmes formes, donc de manière visible et lisible sur le site internet de l'entreprise. Donc un niveau de détail plus avancé que ce qui était obligatoire jusqu'à présent. Tout à fait. Avec une spécificité qui est en lien avec la crise sanitaire actuelle. Donc c'est pour les entreprises qui ont bénéficié du plan de relance et des mesures économiques de soutien du gouvernement. Donc, au plus tard, le 1er mai 2022, les entreprises doivent fixer et publier les objectifs de progression et les mesures de correction et de rattrapage pour chaque indicateur qui est inférieur à 75 points. Et donc là, on a un petit peu de temps puisque cette obligation sera applicable à partir du printemps prochain. Oui. Alors, cet indicateur, on a vu qu'il fallait le publier. Est-ce qu'on le retrouve ailleurs? Oui, cet indicateur, on le retrouve dans la BDES, la base de données économiques et sociales. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'entreprise ne doit pas se contenter dans la BDES de données brutes. Les informations doivent être accompagnées de toute précision utile à leur compréhension, notamment relative à la méthodologie qui a été appliquée par l'entreprise pour obtenir ces résultats. Et qu'est-ce qui se passe si on est un mauvais élève, si on se retrouve avec un score inférieur à 75? Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mesures correctives à adopter. Donc l'entreprise doit adopter des mesures correctives. L'objectif sera de diminuer les écarts dans un délai de 3 ans, un délai qui court, sous peine de sanctions financières. Très bien. Merci de m'avoir rassuré.
Donc, pour vous illustrer comment on retrouve cet index d'égalité professionnelle au sein d'une BDES, voici un exemple d'application qui gère le dialogue social et qui embarque les indicateurs du cadre légal d'une BDES. Et on peut voir ici qu'au travers du temps de consultation sur la politique sociale, à l'intérieur des indicateurs de situation comparée, on retrouve cet index d'égalité femmes-hommes. Et si on clique, si on zoome sur cet index, on peut retrouver en fonction de sa propre organisation les différents indicateurs dont parlait Teddy tout à l'heure, 3, 4, 5 indicateurs qui vont être applicables dans mon organisation. Et donc, ces informations présentes dans la BDES sont bien mises à disposition des élus, du CSE et l'ensemble des instances représentatives du personnel. Alors, qu'est-ce que je risque si je l'ai publié sur mon site, mais que je ne l'ai pas partagé auprès de mes élus? Alors, on parle d'une pénalité financière, c'est le Code du travail qui prévoit cette sanction. Pénalité financière égale au plus, c'est un maximum, à 1% des rémunérations versées au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'était pas couverte, en tout cas n'a pas respecté son obligation. Donc, c'est une sanction qui peut être très lourde d'un point de vue financier, très conséquent. En pratique, l'inspecteur du travail qui constate la carence de l'entreprise met en demeure l'entreprise de remédier à la situation dans les 1 mois. Et cette sanction concerne plus exactement, Kevin, les entreprises qui n'ont pas publié les indicateurs devant figurer dans l'index égalité ou n'ayant pas défini de mesures correctives des écarts de salaire. Très bien, merci Teddy. Nous allons pouvoir maintenant se concentrer sur la consultation du CSE et les différents sujets à aborder en matière d'égalité professionnelle avec mes élus. Oui, on a donc un index qui doit être intégré dans une BDES et donc ça va servir de support au dialogue social qui s'instaure entre l'entreprise et les représentants du personnel et donc le CSE. Le CSE est informé et consulté sur l'égalité professionnelle femmes-hommes tous les ans. Au préalable, donc le CSE dispose au sein de la BDES de plusieurs informations, notamment, ce n'est pas exhaustif, vous les avez à l'écran. On a un diagnostic et une analyse sur la situation respective des hommes et des femmes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise pour différents thèmes. Voilà. Je ne vais pas les énumérer de manière exhaustive, mais vous en avez quelques exemples. Donc l'idée, c'est d'avoir au sein de la BDES un support suffisant d'informations pour que le CSE puisse être consulté de manière éclairée. Un accord peut évidemment aménager la récurrence de la consultation et le contenu des informations qui sont mises à disposition du CSE. Très bien. Donc, un exemple d'utilisation ou en tout cas d'application de ce partage d'informations auprès des élus, auprès des membres du CSE. Je retrouve toujours ici donc la BDES de l'entreprise, la BDES de l'organisation. Sur la gauche, on retrouve les 3 temps de consultation obligatoires. Et puis une 4e bulle ici, où on retrouve les autres consultations et négociations. Et sur la partie de droite, on va retrouver les 9 rubriques légales, les 9 rubriques historiques. Et ici, la 10e sur cette partie autres informations qui va nous rediriger exactement vers les mêmes informations que derrière cette bulle-là. Donc, on va retrouver ici 2 façons de présenter les mêmes informations dans la BDES. Et si on se concentre sur cette bulle autre consultation, on va pouvoir retrouver par exemple les différentes commissions qui vont être mises en place au sein de mon organisation, au sein de mon entreprise, et notamment cette fameuse commission égalité professionnelle. Oui, tout à fait. Cette commission va permettre au CSE de disposer de travaux, donc les travaux de la commission égalité professionnelle, sur ce sujet spécifique. Cette commission, elle est mise en place de manière obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés, d'au moins 300 salariés, et elle peut, bien évidemment, Kevin, être mise en place dans les entreprises de moins de 300 salariés par accord. Et donc, c'est sur la base de ces travaux de la commission égalité professionnelle que le CSE va pouvoir être consulté dans ce cadre. Très bien. Et donc, dans le cadre de cette consultation, quelles sont les informations, moi en tant qu'élu, qui vont être accessibles ou
plutôt côté RH ou direction, quelles sont les informations que je vais devoir mettre à disposition de mes élus? Alors, elles sont assez nombreuses. Vous avez à l'image plusieurs d'entre elles. Je rebondis un peu sur une diapositive précédente. C'est ici qu'on retrouve toutes les précisions utiles à la compréhension, notamment sur la méthodologie appliquée pour le calcul des index. Donc, on a ici beaucoup d'informations à mettre à disposition des élus. Vous avez notamment la répartition par catégorie professionnelle, par type de contrat, âge moyen, embauche, départ, etc. Notamment, enfin, spécifiquement sur le sujet égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Très bien. Donc, cette obligation de négocier un accord, comment ça se passe? Eh bien, l'obligation, elle est présente pour les entreprises d'au moins 50 salariés et celles disposant d'un délégué syndical. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'obligation de négocier doit être l'initiative de l'employeur. C'est à l'employeur de respecter son obligation et de engager justement la voie de cette négociation. Cela ne veut pas dire qu'un accord doit être conclu, cela veut dire que l'employeur a l'obligation d'initier la négociation. Et donc, à l'issue de ces négociations, un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pourra être adopté. Si les négociations échouent, l'employeur a une nouvelle obligation, et c'est la diapositive suivante, c'est d'adopter un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Notre obligation s'ajoute à lui, c'est que l'employeur doit prévoir que la négociation annuelle sur les salaires portera également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Donc, on a l'obligation d'engager une négociation. Si la négociation n'aboutit pas, on aura l'obligation d'adopter un plan d'action, pardonnez-moi, sur ce sujet égalité professionnelle. D'accord, merci Teddy. Et encore une fois, que risque-t-on si on n'applique ni ce plan d'action, ni cette négociation avec mes représentants syndicaux? Il est prévu une sanction qui va rappeler une sanction précédemment énoncée ensemble. C'est une pénalité financière, une nouvelle fois, d'égal au plus à 1% des rémunérations, comme expliqué précédemment. Et une nouvelle fois, en pratique, lorsque l'inspecteur du travail, lors d'un contrôle, constate bien évidemment la carence de l'employeur, il met en demeure l'entreprise de remédier à la situation dans les 1 mois. Et dans ce cas-là, il est essentiel pour l'entreprise de réagir de manière rapide, d'instaurer un réel dialogue avec l'inspection du travail, d'une part pour se mettre en conformité vis-à-vis de ses obligations sur ce sujet, et d'autre part pour expliquer, pour motiver les raisons de ces carences. Ça peut être, je pense à l'actualité, des perturbations liées à la crise de la Covid-19 ou des perturbations autres liées au service RH. Mais en tout cas, il faudra instaurer un dialogue, communiquer avec l'inspection du travail dans cette hypothèse et motiver les raisons des carences. Alors sur cette obligation très récente, Teddy, est-ce qu'on est encore dans un contexte de souplesse et de mise en œuvre, comme on sait que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, ou est-ce que les premières sanctions sont déjà tombées? Alors, il y a des sanctions qui sont tombées, bien évidemment. Ça reste encore marginal, mais elles existent. Et c'est des sujets maintenant qui sont, je dirais, neufs, mais ça fait déjà quelques années que le régime juridique est en œuvre, est applicable. Donc l'idée réellement sur ce sujet, c'est de se mettre en conformité le plus rapidement possible, sans attendre un éventuel contrôle de l'inspection du travail. C'est des sujets qui sont très actuels, très sensibles, et je ne serais pas étonné que ce soit des axes de contrôle prioritaires dans les prochains mois, prochaines années à venir, une fois que, bien évidemment, qu'on aura passé cette crise sanitaire. Donc la conclusion, c'est plutôt de se mettre en conformité et de traiter le sujet. Bien sûr, bien évidemment. Très bien. Quelques exemples, oui, Teddy? De manière concrète, on parlait de plan d'action. Ici, un exemple de clause, un extrait de clause. On porte ici sur la correction en matière d'écart de rémunération. La construction de cette clause, je vais vous faire d'économie de sa lecture. La construction de cette clause, elle est en 2 phases. La première phase, on va rappeler le principe général d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. Et la deuxième phase, on va adopter des mesures de correction. Ici, à titre d'exemple, la direction va diffuser à tous ses managers une note rappelant les grands principes de traitement équitable entre les hommes et les femmes, plus spécifiquement dans le cadre des mesures salariales, des augmentations. Voilà, on a le rappel d'un grand principe et puis une diffusion, une communication en interne auprès des managers par la direction de l'entreprise sur cette nécessité d'un traitement équitable. Un autre exemple, Teddy, de rappel de principe puis d'application concrète. Oui, exactement, une construction similaire sur la notion de rémunération. Pareil, on rappelle un principe d'égalité pour un même niveau de responsabilité, de compétences et de résultats, avec la fixation ici de critères objectifs qui permettent justement d'avoir un référentiel au sein de l'entreprise sur l'attribution d'augmentation de salaire. Voilà, expérience acquise, niveau de formation. Voilà, c'est un exemple. La clause n'est pas exhaustive, mais c'est pour vous donner une idée de manière concrète du contenu de ce plan d'action. Très bien. Merci Teddy. Donc, en synthèse, pour revenir sur les grands points autour de cette égalité professionnelle, quelles sont les 3 notions à retenir? Quelles sont les 3 choses indispensables pour moi, dans mon entreprise, et pour être sûr d'atteindre cette conformité légale, ou en tout cas tenter de m'y rapprocher au maximum? Oui. J'aborderai ce thème en 3 phases. En premier, travailler sur l'index, prendre le pouls vraiment de la situation de l'entreprise sur ce sujet. Dans un second temps, abonder la VDES et régulièrement informer son CSE. Et dernière étape, négocier avec les partenaires sociaux et, en l'absence d'accord, adopter un plan d'action, justement pour adopter des éventuelles mesures correctives qui s'avéreraient nécessaires dans le cadre de cette égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Très bien. Donc, en premier, je calcule. En deuxième, je donne un niveau détaillé d'information de ce calcul. Et en troisième, j'adopte ou je fais adopter avec mes élus ou avec mes collaborateurs le plan d'action pour viser à réduire les différents écarts. Oui, c'est en pratique la bonne démarche. Parfait, c'est très clair. Merci Teddy. En conclusion, vous retrouvez ici nos coordonnées avec la possibilité donc de nous joindre directement. J'espère que cette présentation vous aura éclairé au maximum. Et puis, nous allons maintenant passer à la phase de traitement de vos questions et tenter d'y apporter quelques-unes des réponses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je rappelle que cette vidéo et cette présentation sera accessible en replay et que vous avez toujours la possibilité de télécharger notre support. On a tenté d'être le plus exhaustif possible pour que ce support soit riche de lui-même, même s'il est dépourvu de nos commentaires et de nos explications. Je vous remercie encore à tous pour votre participation et nous allons reprendre quelques-unes de vos questions. Alors, je vois une question sur le seuil des salariés, ça peut être intéressant. Oui. Bonjour, le seuil de 50 salariés s'entend par établissement ou par entreprise. Quid d'un groupe de cabinets comptables, groupe de 8 cabinets, de 10 collaborateurs par cabinet? On a ici un découpage assez spécifique de l'entreprise. La notion à aborder ici, elle transcende un peu la notion de la BDES et de l'obligation par rapport à l'index. C'est quel est le cadre de représentation des salariés, le cadre de la représentativité. Quand on parle de groupe de cabinets comptables, il faut appréhender à quel niveau est instituée une représentativité des personnels. Concrètement, en groupe, en principe, on a des personnes morales différentes qui ont des liens capitalistiques définis au sens du Code de commerce. Donc, dans ce cadre-là, on a parfois, plutôt, une UES qu'on appelle, une unité économique et sociale. Et c'est cette UES qui permet de définir un cadre de la désignation des représentants du personnel, et auquel cas on est soumis aux mêmes obligations qu'une entreprise de 50 salariés. En revanche, si on a un découpage en dessous de 50 salariés pour chaque entité,
En l'occurrence par cabinet. Par cabinet, et que l'on est en dehors de la notion d'UES, en tout cas que l'UES n'a pas été reconnu soit par accord, soit par décision de justice, et qu'on a des personnes morales différentes, ce seuil de 50 salariés s'apprécie par entreprise, par personne morale distincte. Donc après, voilà, ça nécessite bien sûr là une analyse plus poussée, mais c'est les grands principes. Le principe, c'est de définir à quel niveau le cadre de la représentation du personnel a été mis en place et bien qui est l'employeur et dans quel cadre. Voilà, ça va être ça réellement la question ici. Voilà, je vous ai donné des grandes lignes hein, sur l'appréciation de cela, mais voilà, c'est vraiment l'idée. Alors, une autre question peut-être. Pardon. Okay. Oui. Alors, j'ai vu une question sur une sanction juste en dessous, tout en dessous. Non. Quand vous évoquez les rémunérations versées au cours des périodes, cela veut dire que si notre index est inférieur à 75 sur 100 durant 3 ans, la pénalité peut être de 1% du total de la masse salariale des 3 années. Je vais relire la question, Teddy. Oui, ça va te préparer la réponse. Oui, tout à fait. En termes de rémunération versée au cours des périodes, la question consiste à dire si mon index dans mon organisation est inférieur à 75% durant 3 années consécutives, est-ce que c'est à ce moment-là que je m'expose au risque de devoir reverser 1% de ma masse salariale pour ces 3 années? Teddy? La réponse est oui. Alors, tu l'as dit, hein, Kevin, c'est un risque et c'est une sanction maximale. Mais oui, dès l'instant qu'on ne respecte pas justement ces 75%, enfin ces 75 sur 100, le risque est ici défini enfin, dans le chat, hein, dans la question. Oui, on a bien un risque qui est défini par le Code du travail, sachant que sur cette période-là, pour le moment, on n'a pas de recul hein, sur cette sanction, parce que c'est des dispositions qui sont très, très nouvelles. On ne sait pas comment vont être appréciées les sanctions et quelles sanctions vont être prononcées. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce délai de 3 ans inférieur à 75 sur 100, il s'apprécie sur une période continue de 3 ans. J'entends, si on n'est pas dans les clous la première année, la deuxième année, et puis qu'on repasse à un index, par exemple, à 76, et puis que ça rechute l'année suivante à 74, eh bien, on refait courir à nouveau un délai de 3 ans. Donc, on ne sait pas réellement comment va être appréciée cette sanction, mais les principes sont ceux-ci, ce qui permet justement de... on peut ne pas être dans les clous durant 2 ans, la troisième année, être bien, rebasculer l'année suivante et repartir sur un délai de 3 ans, pendant lequel on doit adopter des mesures correctives pour éviter justement de risquer cette sanction. Très bien, merci Teddy. Alors on va reparcourir quelques autres questions. Teddy, je te laisse me dire laquelle. Comment rédiger éclairer. Nous sommes sans délégués syndicaux et l'inspection du travail nous a demandé le plan d'action. Le problème, c'est que l'index est incalculable car peu de femmes, 11 sur 102, car il y a un métier du poids lourd. Comment rédiger ce plan? Je descends. Ce plan d'action. Alors, l'index est indépendant, bien sûr, du plan d'action. Hein. Le principe de l'index et le principe du plan d'action sont indépendants. Bien évidemment, dans le plan d'action, les mesures correctives vont dépendre du résultat de l'index. Alors, certes, l'index est incalculable, mais je pense qu'il y a fatalement des paramètres qui doivent être calculables à minima. Et donc, fatalement, sur ces paramètres à minima qui sont calculables, on va pouvoir adopter des mesures correctives dans le cadre du plan d'action. Je trouverais ça difficile d'avoir aucune donnée et aucun index de calculable dans l'entreprise, aucun indicateur, je veux dire. Donc, comment rédiger le plan d'action? Là, c'est vraiment très, très spécifique et ça dépend justement de cette analyse
de la répartition dans l'entreprise. Et des informations disponibles dans votre organisation. Exactement. Alors, une autre question. Celle-ci, Teddy, ou la suivante? Quelle est notre marge? Laquelle traitons-nous en premier? Peut-être la précédente. C'est délicat hein, parce que certaines questions sont vraiment très très spécifiques et c'est compliqué d'y répondre sans avoir toutes les données. Quelle est notre marge de manœuvre quand on a un effectif de 60 salariés avec des rôles très disparates qui nous conduit à comparer par CSP et par tranche d'âge des postes diamétralement opposés et donc des réunions trop différentes et des rémunérations trop différentes. Là, c'est du très pratico-pratique. C'est vrai que c'est délicat d'apporter une réponse sans avoir vraiment le pouls de l'entreprise. Quand on parle de rôles très disparates, ça peut recouvrir énormément de notions. Là, c'est assez compliqué bien évidemment de répondre à cette question. C'est très, très spécifique. N'hésitez pas à nous poser cette question par mail ou à entrer en relation avec nous et on se fera un plaisir de vous éclairer plus amplement sur ces sujets-là. Mais on a besoin de vous écouter, de comprendre votre contexte et votre organisation pour pouvoir vous apporter nos lumières. Nous sommes une entreprise de 630 salariés avec 75% d'hommes. Comment garantir de bons indicateurs avec une répartition effective 25% de femmes et 75% d'hommes? On me demande ici une recette miracle que je n'ai pas. Comment garantir de bons indicateurs? Si bien évidemment j'avais cette solution applicable et déroulable dans toutes les entreprises, ce serait magique, ce serait magique hein, presque. En tout cas, en revanche, ça travestirait, je pense, l'esprit de la loi. Là, une nouvelle fois, vraiment, à mon avis, c'est vrai qu'il faut un examen plus approfondi de la situation de l'entreprise. 75-25, évidemment, il y a des disparités en termes de représentation de l'effectif. On peut parfaitement, de manière concrète, adopter éventuellement des mesures quant au recrutement. Je pense à cela. Je ne sais pas quel est le process de recrutement dans l'entreprise, mais on peut constater bien évidemment qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes ici, et donc prévoir dans les process de recrutement un CV anonymisé, ne distinguant pas bien évidemment le sexe du candidat, ce qui peut permettre d'avoir un process de recrutement totalement transparent et donc au-delà de tout soupçon sur le fait d'orienter un recrutement vers un homme ou vers une femme. Ça peut être une des mesures correctives qui peut être adaptée. C'est pas une solution miracle, mais voilà, dans le plan d'action sur ce type d'effectif en répartition, voilà une des pistes que je pourrais aborder et développer. Une autre question, Teddy, mais je devine déjà une partie de la réponse, qui ne pourra être que partielle au vu des éléments qu'on a de votre contexte. Je suis une entreprise de plus de 250 salariés et mon index est non calculable pour le motif suivant. Effectif des groupes valides inférieur à 40% de l'effectif. Quelles sont mes obligations en termes de plan d'action, d'accord, d'affichage de cet index sur mon site internet? Quelles sont mes obligations de plan d'action? Alors, les obligations de plan d'action peuvent être générales, hein, indépendamment du résultat de l'index, à proprement parler. C'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure avec le process de recrutement anonymisé. Accord, affichage. Ce qu'il faut savoir également, c'est que, je ne l'ai peut-être pas rappelé tout à l'heure, mais on ne peut pas bien évidemment être exhaustif, encourt la sanction uniquement les entreprises sur le résultat de l'index pour lesquelles la somme des points calculables au niveau de l'indicateur est au moins égale à 75. C'est-à-dire qu'on peut, lorsqu'on a un indicateur, lorsqu'on a un index qui est calculable sur la base de quelques indicateurs. Exactement, du parti d'indicateurs. Bien évidemment, on va avoir un résultat, par exemple, de 45 sur 60. Dans ces cas-là, on applique mathématiquement un produit en croix pour avoir un résultat sur 100. Mais dès l'instant que le nombre maximal de points est inférieur à 75, on n'encourt pas la sanction du 1% de la masse salariale.
même si son indicateur est inférieur à 75 points. Très bien. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. En tout cas, ça répond sur la sanction et les obligations en matière de plan d'action. Voilà. J'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, hein, ça dépend vraiment de ce que l'on met dans le plan. On a l'obligation d'avoir un plan d'action. Après, la question ici, c'est plus qu'est-ce que l'on met dedans. Et là-dessus, on est assez libre sur le contenu du plan d'action. L'idée, c'est que, bien évidemment, il faut que ce soit cohérent par rapport à la situation de l'entreprise et fatalement, ce qu'on met dans le plan d'action dépend de la situation de l'entreprise. Autant, comme je le réévoque à nouveau, hein, sur une répartition de l'effectif majoritairement féminin, très majoritairement féminin ou très majoritairement masculin, on peut prévoir un process de recrutement, je le redis à nouveau, anonyme, mais sur le contenu ici du plan d'action spécifique à l'entreprise, eh bien, fatalement, il faut prendre le pouls de l'entreprise et savoir un petit peu quelle est la répartition exacte de l'entreprise et avoir les données que l'on a tirées de cette analyse, de ce diagnostic. Alors, j'ai une seconde question. Je ne sais pas si elle fait suite au premier contexte, mais je le rappelle. Donc, dans une entreprise de plus de 250 salariés, je n'ai pas de délégués syndicaux. Est-ce que je suis soumis à cette négociation annuelle obligatoire? Oui ou non? Et dans les deux cas, est-ce que je suis soumis à cette rédaction de plan d'action? Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'obligation de négocier, et en tout cas l'obligation d'avoir à minima un plan d'action s'applique pour toutes les entreprises d'au moins 50 salariés. Donc, quelle que soit la représentation de l'entreprise, la représentation du personnel au sein de l'entreprise et l'existence ou non d'un DS, d'un délégué syndical, on doit avoir à minima un plan d'action. Donc, ça va être un des axes de contrôle de l'inspection du travail qui va déterminer si oui ou non il existe une norme, qu'elle soit un accord d'entreprise ou un plan d'action, mais une norme relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou à une norme applicable au sein de l'entreprise. Donc oui, à minima, un plan d'action. Une question maintenant, Teddy, sur une réalisation du plan d'action, en tout cas un axe, pardonnez-moi, qui pourrait être mis dans un plan d'action. Concernant les augmentations à réaliser, est-il nécessaire de les réaliser avec un effet rétroactif au 1er janvier afin de faire tourner l'indicateur en notre faveur? Je ne validerai pas cette idée nécessairement. Ça pose néanmoins des limites. Ça pose des limites, bien sûr. Mais faut voir l'effet rétroactif. Il faut savoir à quelle date, au final, est actée l'augmentation de salaire et sur quelle période elle s'applique. Si le but est exclusivement de faire tourner l'indicateur, je pense que ça n'a pas grand intérêt, notamment au vu du coût financier que ça va représenter en termes d'augmentation de salaire concrète. L'idée ici, c'est, selon la situation, mais d'accepter que l'on ne soit pas dans les clous, qu'on soit inférieur à 75 sur 100, et de prendre des mesures correctives, puisqu'on sait que on a l'obligation donc d'avoir un index, d'avoir des indicateurs publiés, un index publié, l'obligation d'avoir un plan d'action. Une fois qu'on a cela, eh bien, on peut avoir un index qui soit inférieur à 75. Si cet index est inférieur à 75, l'idée, c'est de constater, hein, dont acte, on prend des mesures correctives et l'idée, c'est que à minima, ou plus tard à 3 ans, eh bien, on est justement corrigé cet écart sans nécessairement passer par des augmentations de salaire massives pour avoir exclusivement un but justement pour faire varier cet indicateur. Voilà, l'esprit pour moi n'est pas. Donc en résumé, Teddy, c'est pas grave de ne pas avoir une super note. C'est important néanmoins de mesurer ces différents indicateurs et de mettre en place des moyens de venir réduire ces différents écarts. Le fameux plan d'action. Je ne vois plus de questions. On peut laisser encore peut-être une dernière question, si c'était le cas.
J'espère en tout cas avoir pu vous aider au maximum. Alors, je vois qu'il y a quelques autres questions. Effectivement, c'est difficile pour nous de, Si on est à, oui, de répondre à toutes. Une dernière peut-être, si on est à supérieur à 75 sur l'index, quelle est l'obligation de mettre en place le plan d'action? Oui, c'est une question pertinente. C'est une question pertinente. Si on a un index au-delà de 75 points, on pourrait avoir la décontraction de se dire qu'on est dans les clous, donc on n'a pas de plan d'action à mettre en œuvre. Le Code du travail nous dit, mais quoi qu'il arrive, vous devez négocier sur le sujet et à minima avoir un plan d'action. Donc, à ce titre, il est nécessaire d'avoir un plan d'action. Donc là, la question, elle se porte plus, mais qu'est-ce qu'on doit mettre dans le plan d'action et quel est l'intérêt d'avoir des clauses à ce sujet-là? Eh bien, là, on a un index qui est supérieur à 75, on peut l'avoir à 76, par exemple. Et si on n'a pas de plan d'action pour corriger le futur ou l'avenir, puisqu'on a un index qui, par exemple, va être amené, on ne sait pas pourquoi, à chuter, à se dégrader, si on n'a pas de plan d'action, en tout cas, si on n'a pas anticipé cela, eh bien, c'est bien évidemment plus embêtant. Donc, l'intérêt du plan d'action, là, elle est plus relative, mais elle est quand même réelle, puisqu'on va venir, à minima, pérenniser cette situation d'index supérieur à 75 points. Et peut-être, Teddy, au-delà du cadre légal, ce marqueur fort qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes, en plus d'être, alors sans revenir sur le côté nécessaire des plans d'action, ça peut être un thème à la mode, ça peut être l'occasion pour vous de communiquer sur le sujet, ça peut être l'occasion pour vous d'en faire un argument fort de marque employeur en disant nous, on a une politique de recrutement, de rémunération, de gestion des hommes et des femmes dans l'entreprise qui ne représente que très peu d'écart. Donc, ça peut être un moyen de communiquer, un vecteur en plus. Et tout cela, c'est bien évidemment au-delà du cadre légal. Exactement. Et il fait toujours bon d'avoir dans une entreprise un texte qui est accessible à l'ensemble des salariés, qui rappelle, il est toujours bon de rappeler ce principe, qu'il existe et qu'on applique au sein de l'entreprise une réelle égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc le plan d'action de ce seul chef, pour moi, se justifie, au-delà même des obligations que l'on a vues ensemble. Parfait. Merci beaucoup, Teddy. Merci, Kevin. Merci à tous et à toutes pour votre attention, pour votre participation, nombreuses questions. Nous restons encore une fois à votre disposition, au-delà du cadre de ce webinaire, pour vous apporter nos conseils, nos éclairages en matière de dialogue social, de BDES, d'égalité professionnelle, chacun avec nos domaines de compétences respectifs, Teddy. Parfait. Je vous souhaite un bon vendredi et un excellent week-end. À bientôt. À bientôt, au revoir.